Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Lancement du projet Djibouti Rising à Ali Sabi. Et dans l'actualité internationale concernant le coronavirus, 3 pays d'Amérique latine ont commencé la vaccination. Bonjour à tous. Le président de la République a pris part hier soir aux funérailles de feu Mohamed Mohamed Haïd. Le chef de l'État donc a pris part hier soir aux funérailles de feu Mohamed Mohamed Haïd, personnalité très connue et appréciée à Djibouti où, entouré des siens, il rendit son dernier souffle au terme d'une vie remplie de succès familial, amical et professionnel. Preuve du degré élevé d'estime et de considération que feu Mohamed Mohamed Haïd suscitait auprès de ses compatriotes, son enterrement qui eut lieu au cimetière de PK12 revêtit les allures d'un adieu collectif à un digne fils du pays. À l'annonce de son décès, les Djiboutiens étaient nombreux hier soir à déplorer la disparition d'un patriote généreux, accessible et proche des gens. Feu Mohamed Mohamed Haïd coulait dernièrement une retraite paisible à l'issue d'une brillante carrière menée d'abord au sein de l'ancien chemin de fer djibouto-éthiopien avant de se reconvertir dans le secteur privé où il officia longtemps en qualité de cadre managérial au sein de plusieurs compagnies de voyage. Outre le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président du Somaliland Moussa Bihi Abdi mit par ailleurs à profit le séjour qu'il effectuait à Djibouti pour prendre part aux funérailles de feu Mohamed Mohamed Haïd. Le défunt illustre djiboutien n'était autre que le grand frère de notre première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haïd. Il laisse derrière lui une importante famille, une veuve et plusieurs enfants. Puisse Dieu avoir pitié de son âme et l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, la région d'Ali Sabié a accueilli ce matin le lancement du projet intitulé Djibouti Rising. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Finances et de la représentante du PNUD à Djibouti et du directeur de l'USAID, Lloyd Jackson. À leur arrivée, la délégation avec à sa tête le ministre des Finances, accompagné par le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État à la décentralisation, la représentante du PNUD, la coordinatrice du système des Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti ont été tous accueillis par le président du conseil régional et le préfet de la région. Ont effectué donc une visite des différents stands des jeunes entrepreneurs en herbe de la région d'Ali Sabié. Cette initiative qui avait pour objectif de faire redresser donc l'économie de petites et moyennes entreprises dans la région et surtout ceux de l'agro-business.
Ce projet en partenariat avec le PNUD et l'USAID vise à aider les entrepreneurs à surmonter la crise du Covid-19. Le projet a pour mission également de soutenir les moyens de subsistance et les possibilités d'emploi existants et nouveaux à Djibouti en ciblant principalement les options de subsistance basées sur l'agriculture et la pêche. Il convient également de rappeler qu'en effet, ce projet va créer des opportunités d'emploi pour les jeunes visant à améliorer les liens avec le marché des produits et services domestiques grâce aux applications numériques et en partenariat avec les débouchés du secteur privé. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région d'Ali Sabié. Un immense plaisir et un grand honneur d'être présent aujourd'hui ici à Ali Sabié et d'accueillir chez nous le lancement du projet Rising Djibouti. Ayant fait face à la crise économique sans précédent engendrée par la Covid-19 qui a paralysé donc toutes les activités socio-économiques de la région, nous espérons que ce projet relancera bien sûr les activités économiques de la région, à savoir donc les projets porteurs avec les jeunes entrepreneurs que vous avez vus aujourd'hui, les activités agro-pastorales et ce que nous espérons beaucoup, bénéficier aussi des projets transfrontaliers. Et la directrice du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Ouba Ahmed, a indiqué que ce projet contribuera rapidement à améliorer les moyens de subsistance et le redressement socio-économique de plus de 5000 bénéficiaires et renforcera également l'inclusion sociale des jeunes les plus défavorisés et des jeunes sans emploi surtout. Et de son côté, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti a, dans son discours, remercié les habitants de la région d'Ali Sabié pour l'accueil qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Il a également déclaré que ce projet introduira des efforts de redressement socio-économique catalytique à Djibouti. On l'écoute. C'est avec un plaisir, un grand plaisir, que je participe aujourd'hui à cette cérémonie de lancement du projet Rising Djibouti, pour lequel le peuple américain a contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars américains. Ce projet soutiendra les efforts du gouvernement dans la relance socio-économique de Djibouti post-Covid-19, dans le cadre d'un partenariat entre l'USAID et le PNUD. Je voudrais tout d'abord exprimer notre admiration au peuple résilient djiboutien et son gouvernement pour avoir d'une part réduit de façon significative la propagation du Covid-19 et d'autre part pour avoir lancé un pacte national de solidarité pour répondre aux défis socio-économiques de la pandémie. Et de son côté, le secrétaire d'État à la décentralisation a mis en exergue que cette initiative permettra aux régions de l'intérieur d'avoir une autonomie économique et financière et cela déclenchera un développement endogène afin d'offrir à la population un meilleur cadre de vie. Agréable de voir de la solidarité gouvernementale, que la solidarité gouvernementale s'exprime tout naturellement pour apporter des réponses concertées et inclusives face aux conséquences néfastes de la pandémie Covid-19. Je dois d'emblée souligner que ce projet porté par l'USAID, l'Agence américaine de développement international, bénéficie d'un financement conséquent. Il constitue une réponse vigoureuse à cette pandémie qui aggrave le chômage des jeunes et accentue la destruction des emplois préexistants. Sous la supervision directe du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre gouvernement est particulièrement conscient de la violence de cette crise socio-économique entraînée par cette pandémie mondiale. Elle risque de renforcer la croissance de la pauvreté et de saper la politique d'employabilité des jeunes vers lesquels sont orientés les efforts considérables du chef de l'État. Pour la décentralisation, le lancement de ces projets complète et renforce
les dispositifs des initiatives déployées par mon département, notamment à travers le programme Appui à la décentralisation aux initiatives locales, lancé le 17 septembre 2020 dans la ville de Dikil. Ces programmes disposent d'un socle partenarial étendu aux différents départements sectoriels concernés, élargi aux divers partenaires et acteurs engagés, associatifs et communautaires actifs sur le terrain. Permettez-moi de rappeler que ces programmes d'appui répondent parfaitement à l'ambition du président de la République de faire de la décentralisation un creuset et des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social, nos territoires basés sur les potentialités et les spécificités de chaque région. Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec toutes les initiatives, les projets et actions lancés pour contrer les effets négatifs de cette pandémie, il y a lieu d'intégrer et de relever de tous nos programmes et projets des défis posés par la coordination des partenaires et des efforts. Il s'agit d'un gage essentiel de la réussite de nos actions auxquelles nous devrons impliquer le bénéficiaire. Et enfin, clôturant la série des interventions, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a déclaré que ce projet ambitieux est une priorité, celle de préserver le tissu économique qui va permettre, a-t-il déclaré, au secteur de se produire donc, de se remettre d'aplomb, d'accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenus. Existantes, en herbe ou à venir dans ces secteurs clés, ont vocation à jouer un rôle important dans la reprise économique de Djibouti et le développement plus généralement de notre pays. Mesdames et messieurs, leur rôle en termes de production, de création d'emplois, de contributions aux exportations et de facilitation d'une distribution équitable des revenus et de la croissance est, croyez-moi, très important pour la République de Djibouti. Il va sans dire que la volonté du président de la République, en droite ligne avec la vision de 2035, est de soutenir ces toutes petites et moyennes entreprises pour développer l'économie de notre pays, la diversifier et la fortifier pour nous permettre de générer plus de ressources et plus de richesses. Le gouvernement de Djibouti, sous le leadership du président, a créé plusieurs institutions tendant vers ces objectifs, et en particulier la création du centre clé dédié au leadership et au développement des entrepreneurs pour marquer cet acte, pour soutenir les jeunes et les entreprises qui ont à présent un interlocuteur privilégié à Djibouti. Le centre clé devient donc ainsi un acteur essentiel pour atteindre les propriétaires des petites et très petites entreprises, mais également la population avec des idées qui peuvent promouvoir la production. La nouveauté de ce projet repose sur le fait que nous allons essayer de déployer des technologies dans la production qui peuvent générer des revenus financiers élevés et une durabilité des PME pour améliorer l'impact social. À tous les partenaires de la société civile, aux jeunes d'Al Sabih, mais également des 5 régions de Djibouti. Je vous invite à partager vos souhaits et à échanger vos idées avec les équipes du projet, c'est-à-dire l'équipe du projet PNUD et du centre clé. Et après les différentes interventions, les responsables présents, notamment ceux du centre clé, ont connu donc un procédé à la distribution des patentes en faveur des 65 agronomes du projet Propéja de la région d'Ali Sabié. La distribution de ces patentes a été effectuée dans le cadre du programme d'appui aux acteurs économiques qui ont été impactés par la crise de la Covid-19 et qui se sont retrouvés dans une situation de cessation d'activité à la suite des mesures de confinement. Ce programme d'appui prévoit également un appui financier de $1000 américains par agronome pour leur permettre de les aider dans la reprise de leurs différentes activités.
Et c'est dans une salle archi-comble que les jeunes entrepreneurs ont raconté à la délégation leur storytelling et de leurs aventures entrepreneuriales. Et les responsables donc ont rencontré donc les Oukal et les jeunes de la région d'Ali Sabié. Ils ont raconté l'audace et le sens du risque, ainsi que l'intuition du risque et la confiance en soi pour entreprendre. Ils ont raconté également les effets dévastateurs de la pandémie. Ces échanges ont permis de passer inexorablement par la transformation de l'état d'esprit de nos entrepreneurs en herbe à travers la promotion d'une culture de créativité, d'innovation et d'un esprit entrepreneurial chez les garçons mais aussi chez les jeunes filles. Une conviction est d'autant plus fondée qu'une meilleure croissance économique de notre pays ne pourra être atteinte et surtout stabilisée sur une très longue période et par l'intensification de la création d'entreprises innovantes et des start-up résilientes ayant une grande capacité de création. Une fois la cérémonie terminée, les invités de marque ont été conviés à un repas dans une plantation située à Assamo. Le ministre de l'économie et des finances, accompagné du ministre de l'Intérieur, de la représentante du PNUD et du secrétaire d'État à la décentralisation, ont rencontré donc les sages de la région et dans un moment de communion, cette rencontre a servi d'une marche pour étaler leurs doléances. Cet échange a permis aussi de recueillir les besoins de chacun. Le ministre des Finances a souligné que la région Assamo était une région bénie et connue pour sa fertilité. Les jeunes qui ont ensuite pris la parole ont demandé un appui matériel et financier pour se lancer dans l'agrobusiness et d'autres suivre les traces de leurs parents qui eux vivaient donc de leur production ou de leur jardin. Dans la journée d'hier, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mona Ousmane, accompagnée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, ont visité le projet de construction du complexe Al-Khair pour les orphelins. En effet, ce projet est mis en œuvre par l'association Sanabil Al-Khair avec le financement d'une ONG caritative koweïtienne. La délégation a été reçue par le président de l'association Idriss Lahada en présence de ses proches collaborateurs. La délégation ministérielle a inspecté donc ce projet caritatif qui comprend dans sa première phase une école, un orphelinat et un centre de formation pour améliorer leurs conditions de vie, notamment dans le domaine de l'éducation et du développement. Le président de l'association a exprimé ses remerciements et sa gratitude à la ministre des Affaires sociales et son département pour leur soutien et accompagnement inlassable, mais aussi au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a profité pour passer donc en revue les activités et les programmes caritatifs les plus importants qu'elle entreprend sur le territoire et les efforts de son association pour soutenir les groupes les plus vulnérables. Et dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé son plaisir de visiter donc le projet de construction du complexe Al-Khair pour les orphelins. Il a également souligné le rôle que joue l'association Sanabil Al-Khair en République de Djibouti. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mona Ousmane Aden, a affirmé dans son intervention l'importance que ce projet contribuera donc sans doute à améliorer les conditions de vie et d'éducation des orphelins. Elle a noté que l'association Sanabil Al-Khair est l'une des associations actives en République de Djibouti, accompagnant ainsi les efforts du gouvernement dans plusieurs domaines, notamment en cas de catastrophe naturelle. Enfin, la ministre a souligné que son département soutenait l'association et ses activités et lui fournissait toutes les facilités nécessaires pour lui permettre de mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Dans l'actualité nationale, toujours, le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, à la tête d'une importante délégation, a visité ce matin les infrastructures portuaires du Nord. La visite a débuté par un stop à la banquise du lac Assal, accompagné donc du ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, et du président des autorités de port et des zones franches de Djibouti, Bakar Omar Haddi. Moussa Bihi a été accueilli par le directeur général de ce port, Abdo Mohamed Ali. Le président de l'autorité des ports et le directeur général ont donné aux hôtes des explications sur le fonctionnement de ce port. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers le port de
Tadjoura, où le préfet de cette ville, Hassan Dabelé, et le président du conseil régional, Omar Hassan, ainsi que le directeur général de ce port, Omar Hassan Omar, donc, ont accueilli la délégation. Le président du Somaliland a fait le tour des différentes installations de ce port, tout en écoutant donc les explications où tout était accosté. Le navire éthiopien, le MV Mekele, transportant 25 000 tonnes de ferraille à accoster. A noter que le président Moussa Behi, accompagné par son ministre des Affaires étrangères, est venu à Djibouti mercredi soir pour une visite officielle de quelques jours. Le représentant de Djibouti au Somaliland, de son hôte somalilandais à Djibouti, était présent lors de cette visite. Les élèves de l'école Ali Malo en immersion à l'APIFA, l'Académie de police d'Idriss Farah Abbani, a ouvert ses portes aujourd'hui à plus d'une centaine d'écoliers issus de l'école privée Ali Malo. Cette visite guidée à l'APIFA avait pour objectif de faire connaître le métier de policier, mais aussi de découvrir l'importance du travail de ces hommes et de ces femmes qui veillent jour et nuit au maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. Une centaine d'élèves donc de l'école qui sont venus visiter l'académie de police. Les petits visiteurs étaient accompagnés de leurs enseignants, parents, mais aussi du directeur de l'école et de ses proches collaborateurs, accueillis à leur arrivée par le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Elmida Hermigil, et les moniteurs de l'académie. La journée a débuté par l'intonation de l'hymne national. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour mon colonel. Voilà. Par la suite, les élèves donc ont assisté à plusieurs démonstrations organisées par des policiers. La brigade cynophile, conduite par le lieutenant Bakal Amin, chef de la brigade cynophile du RAID, et a présenté donc aux enfants 2 chiens de la race malinoise chargés du maintien de l'ordre. Et en fin de matinée, les enfants ont assisté à une opération de maintien de l'ordre face à des manifestants. Les élèves ont pu également admirer la brigade équestre et le défilé des nouvelles recrues. Les jeunes élèves de l'école privée Ali Malo sont ressortis de l'académie, les yeux pleins d'étoiles et surtout avec la ferme volonté qu'un jour ils endosseront également la tenue de policiers pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité de leur pays. Et la région de l'unité donc, qui a accueilli donc, une délégation de la région d'Aïcha pour une visite de travail d'une importante délégation composée de responsables civilo-sécuritaires de la sous-région d'Aïcha en Éthiopie. Cette délégation conduite par le préfet de la sous-région d'Aïcha, Daher Hassan, a été accueillie par le préfet de la région, Adan Darar, et le président du conseil régional, Abdurrahman Younis. L'objectif de cette visite, donc, renforcer les relations bilatérales entre les 2 régions limitrophes, notamment la sous-région d'Aïcha et la région du Dikil. À l'issue de cette visite de travail, la délégation d'Aïcha a eu une réunion de prise de contact et d'échange avec les responsables civilo-militaires de la région de l'unité. Au cours de cette réunion, les 2 parties ont abordé plusieurs points relatifs à la consolidation de la stabilité des 2 régions limitrophes, la sécurité des nomades et bétail en transhumance entre les deux côtés de la frontière, la surveillance sanitaire et l'intégration et le développement des secteurs économiques, agricoles et commerciaux. Au terme de cette réunion,
réunion, les participants se sont félicités des efforts mutuels déployés par les deux parties en vue de renforcer la stabilité et la cohésion sociale des deux peuples amis et frères. Enfin, les participants ont réitéré leur volonté d'œuvrer et de redoubler d'efforts pour améliorer et sécuriser au mieux le flux des biens et des personnes transitant entre leurs deux régions respectives. En nouvelles du monde, à présent, 3 pays d'Amérique latine commencent la vaccination. Le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont débuté leur campagne de vaccination contre le Covid-19 quelques heures après la réception des premières doses, alors que l'Europe s'inquiète de l'émergence de nouvelles souches du virus. Et quelques heures à peine après la réception des premières doses du vaccin du géant pharmaceutique américain Pfizer-BioNTech, le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont entamé leur campagne de vaccination. L'Argentine, deuxième pays à avoir homologué le vaccin russe Sputnik 5 après la Biélorussie, a reçu 300 000 premières doses en provenance de Moscou et devrait commencer la campagne d'immunisation dès la semaine prochaine. La pandémie a fait au moins 1 731 936 morts et contaminé plus de 78,6 millions de personnes dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Et enfin, 4 ans et demi, c'est le temps qu'aura duré le feuilleton du Brexit entre le moment où les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne en 2016 et le jour où un accord définissant les nouvelles relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été scellé. Les parlements européens et britanniques devront encore ratifier cet accord. Si ce n'est pas fait avant le 1er janvier, l'accord pourrait néanmoins être appliqué provisoirement. Mais une chose est sûre, une page se tourne donc. Pour le meilleur avance Londres, ou le pire selon d'autres. La mission de Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, s'achève. Son action a été saluée par le président français Emmanuel Macron sur Twitter. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.